Tu as 5 minutes pour obliger ta fille à s'excuser. C'est ce que ma sœur m'a ordonné, après que son fils ait découpé le passeport de ma fille, 2 jours avant son voyage scolaire à Paris. Maman a ajouté qu'elle l'avait bien cherché. Je les ai regardés, et j'ai dit, c'est compris. Cette nuit-là, j'ai agi en silence. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 118 appels en absence. Les ciseaux étaient sur le sol de la chambre d'amis, à côté du lit, les lames grandes ouvertes. Un petit copeau de plastique plastifié était encore coincé entre elles. J'ai vu les ciseaux avant de voir le visage de ma fille, avant d'entendre le son qu'elle a émis. Ce n'était pas un cri, mais quelque chose de plus sourd. Le bruit que fait une jeune fille de 14 ans, lorsqu'elle ramasse l'objet qu'elle porte sur elle depuis 4 mois, pour le retrouver en morceaux. 6 morceaux. Son passeport américain avait été découpé en 6, puis éparpillé sur le lit d'amis de la maison de Francine Crane, comme les confettis d'une fête que personne ne célébrait. Nola se tenait dans l'encadrement de la porte, tenant 2 des morceaux, un dans chaque main. Son visage exprimait ce que font les visages, lorsque le cerveau reçoit une information à laquelle il ne croit pas encore. La page de la photo était dans sa main gauche. Celle des tampons de visa dans sa main droite, et le reste gisait sur le couvre-lit. Les ciseaux étaient par terre. L'enveloppe, qui avait contenu 400 € en billets de vin, son argent de poche pour Paris, reposait, vide, sur l'oreiller. Cet argent que j'avais économisé pendant 3 mois, sur mon salaire de greffière, pour que ma fille puisse manger des crêpes sur les Champs-Élysées et acheter une carte postale au Louvre. Le passeport était détruit. L'argent avait disparu. Le voyage scolaire pour Paris était dans 47 heures. Et les ciseaux gisaient sur le sol de la chambre d'amis, les lames ouvertes. Cela signifiait que la personne qui les avait utilisés n'avait même pas pris la peine de les refermer. Cela voulait dire qu'elle n'avait pas peur d'être prise, ce qui impliquait que quelqu'un, dans cette famille, avait dit à un garçon de 13 ans que ce qu'il faisait était acceptable. Je suis entré dans la chambre d'amis, et j'ai ramassé chaque morceau du passeport. Je les ai placés en ligne sur le couvre-lit, avec soin, de la même manière que je dispose les documents sur mon bureau au tribunal, avant de les numériser dans le système. Page de la photo, page des données personnelles, page de la signature, 2 pages de tampons de visa, et couverture arrière. 6 coupes. Net, délibéré. Le passeport n'avait pas été déchiré sous le coup de la colère. Il avait été découpé avec intention, par une main qui avait le temps, l'accès, et une paire de ciseaux Fiskars provenant du tiroir à babioles de la cuisine de Francine. Les coupes étaient droites. Candan avait pris son temps. Il s'était assis sur le lit d'amis, avec le passeport de sa cousine entre les mains. Il l'avait découpé comme un garçon découpe une chose, lorsque sa mère lui a dit que c'était la bonne chose à faire. Maman. La voix de Nola tenait à peine. Elle se tenait dans l'encadrement de la porte, serrant son guide de Paris contre sa poitrine. Ce guide, qu'elle remplissait de post-it depuis le mois d'avril. Celui avec l'autocollant du drapeau français sur la couverture, que Dove lui avait donné. Maman, mon passeport. Je le vois, ma chérie. L'argent, aussi. L'enveloppe est vide. J'avais 400 € en billets de vin. Je les ai comptés ce matin, avant qu'on parte. J'ai vérifié l'enveloppe, vide. J'ai vérifié le sac, vide. J'ai cherché par terre, sur la table de nuit, dans le placard. Rien. 400 € et un document fédéral. Tous 2 disparus, du même sac, dans la même pièce. Pendant que ma fille était dans la cuisine, aidant sa grand-mère à préparer une salade de pommes de terre. Parce que sa grand-mère lui avait demandé de venir l'aider. Parce que sa grand-mère voulait qu'elle soit hors de cette chambre, pendant exactement le temps nécessaire à un garçon de 13 ans, pour ouvrir un sac et prendre une paire de ciseaux. J'ai porté les morceaux du passeport jusqu'à la salle à manger. La famille était encore à table. Ma sœur, Ardan, versait du thé glacé. Son mari, Den, était penché en arrière sur sa chaise, faisant défiler l'écran de son téléphone. Ma mère, Francine, essuyait le plan de travail avec un torchon. Et mon neveu, Candan, 13 ans, était assis dans le salon, ses écouteurs dans les oreilles. Il jouait à un jeu sur sa tablette, avec la posture d'un garçon qui avait fait exactement ce qu'on lui avait dit de faire, et qui attendait maintenant les applaudissements. J'ai posé les 6 morceaux de passeport sur la table à manger. Quelqu'un a découpé le passeport de Nola. Ardan n'a pas regardé les morceaux. Elle m'a regardé, moi.
Avec ce regard qu'ont les gens lorsqu'ils savent déjà ce qui s'est passé, parce qu'ils l'ont planifié. La seule chose qui leur reste à faire, c'est de jouer la comédie de la découverte. Candan. La voix d'Ardan était plate, répétée à l'avance. As-tu fait quelque chose au passeport de Nola? Candan a retiré un écouteur. Elle se vantait encore pour Paris. Je lui ai dit d'arrêter. Elle n'a pas arrêté. Il a découpé son passeport, ai-je dit. En 6 morceaux. Et il a pris 400 € dans son sac. Il n'a pas pris d'argent. Ardan a reposé le pichet de thé avec assez de force pour faire trembler les verres. Et quoi qu'il ait fait au passeport, ta fille l'a provoqué. Ça fait 4 mois qu'elle lui agite ce voyage sous le nez. Le guide, les mots en français, les post-it, la lettre d'acceptation sur le réfrigérateur. Elle l'a fait se sentir comme un moins que rien, parce qu'il n'a pas été sélectionné. Et elle, si. Elle a étudié pour ça. Elle l'a mérité. Elle lui a frotté le nez dedans. Ardan a fait un pas vers moi. Ta fille se promène dans cette famille comme si elle était meilleure que tout le monde, sous prétexte qu'elle lit le français et qu'elle a été choisie pour un voyage auquel mon fils n'a pas eu droit. Candan est dans cette école depuis 3 ans. Il travaille. Il essaie. Mais ta fille, avec son petit guide, ses post-it, et sa main levée à chaque cours, a fait en sorte que le professeur sache qu'elle était l'élève spécial. Elle a paradé avec cette lettre d'acceptation dans toute la maison, comme si c'était un trophée. Pendant ce temps, mon fils était assis dans la voiture et pleurait. Den a levé les yeux de son téléphone. Il n'a rien dit. Il ne parlait jamais dans ce genre de moment. La contribution de Den aux conflits familiaux était la même que sa contribution à son assurance automobile, silencieuse, présente, et co-signée par quelqu'un d'autre. Alors, oui, le passeport a disparu. Tu as 5 minutes pour obliger ta fille à s'excuser d'avoir humilié mon fils. Sinon, je te promets, Whitley, qu'elle ne mettra pas un pied dans cet avion. Nola était derrière moi, dans le couloir. J'ai entendu son souffle se couper. Elle avait 14 ans. Sa tante venait de la traiter de frimeuse, son cousin venait de détruire son passeport. Sa grand-mère était sur le point de lui dire qu'elle l'avait bien cherché. Et le guide touristique, qu'elle serrait contre sa poitrine, n'allait la protéger de rien de tout cela. Francine a pris la parole depuis le seuil de la cuisine, les bras croisés, la voix assurée. C'était la posture d'une femme qui a passé 61 ans à décider qui méritait quoi, sans jamais se tromper à ses propres yeux. Elle l'a bien cherché. Si elle ne s'était pas pavanée avec ce guide, faisant en sorte que Candan se sente rabaissé, rien de tout cela ne serait arrivé. Certains enfants doivent apprendre que le monde ne tourne pas autour de leurs petites réussites. Des petites réussites. La moyenne de 3,94 de ma fille, son admission à la Société d'honneur de français, la lettre de recommandation que Madame Lowe avait écrite et envoyée chez nous, dans une enveloppe scellée. Cette lettre que j'ai lue à la table de la cuisine, pendant que Nola était à l'école. Celle qui qualifiait Nola Crane de « l'élève la plus préparée et la plus méritante que j'ai nominée en 22 ans ». Ces 4 mois de préparation, le guide a noté en 2 langues. Les fiches de révision sous son oreiller, la radio en français pendant le petit déjeuner. Les soirées tardives à la table de la cuisine, avec Dove qui l'aidait à conjuguer les verbes irréguliers. Des petites réussites, selon la femme qui avait passé la soirée de la veille à envoyer des SMS à ma sœur. Des messages sur la façon de détruire cette réussite, et de distraire celle qui l'avait accomplie. J'ai regardé Ardan. J'ai regardé Francine. J'ai regardé Candan dans le salon, qui avait remis ses écouteurs, reprenant sa partie. Le visage d'un jeune de 13 ans, à qui sa mère avait dit de faire quelque chose, et qu'il avait fait. Il attendait maintenant que les adultes règlent le problème, tout en jouant sur une tablette, que l'argent de mes frais de scolarité avait indirectement payé. J'ai regardé Den, qui a remis son téléphone dans sa poche, et a fixé le plafond. Puis, j'ai regardé Nola. 14 ans, tenant son guide touristique, debout dans un couloir, écoutant sa famille qualifier ses réussites de « petite » et la destruction de son passeport de « mérité ». Une fille qui avait gagné un voyage à Paris, et à qui l'on disait maintenant de s'excuser de l'avoir mérité. C'est compris, ai-je dit. J'ai pris la main de Nola. J'ai décroché nos vestes du porte-manteau. J'ai mis les 6 morceaux de passeport dans ma poche, et je suis sorti de la maison de Francine Crane. Sans élever la voix, sans claquer la porte, et sans accorder à Ardan les 5 minutes qu'elle exigeait.
Parce que les mots « c'est compris » n'étaient pas un accord. C'était un constat. Et ce constat était terminé. Bienvenue dans le coin Reddit, où les mères silencieuses déposent les plaintes les plus bruyantes. Si vous avez déjà vu quelqu'un détruire le rêve de votre fille, pour ensuite vous dire qu'elle l'avait bien cherché, abonnez-vous dès maintenant et restez. Parce que j'ai dit, c'est compris, et je le pensais. À la lettre près. Le trajet du retour a duré 14 minutes. Nola a pleuré pendant les 7 premières. Le guide était sur ses genoux, ouvert à la page sur le Louvre. Ses larmes coulaient sur un post-it qui disait « Joconde, arrivée tôt, entrée sud, moins de monde », d'une écriture qu'elle s'était exercée à rendre cursive. « Maman, je ne peux pas y aller. Mon passeport n'est plus là. Tu vas aller à Paris, Nola. » « Comment ? » ?»« Parce que le métier de ta mère, c'est d'enregistrer des documents. Et ce soir, je vais enregistrer le document le plus important de toute ma carrière. Je m'appelle Whitley Crane. J'ai 36 ans. Je suis greffière au tribunal de grande instance de la ville de Richmond. Cela signifie que je traite des plaintes pénales, des requêtes civiles, des ordonnances de protection, et des litiges immobiliers. À raison de 8 heures par jour, 5 jours par semaine. Je fais cela depuis 11 ans. Je connais chaque formulaire du système, chaque code de procédure, et le calendrier d'audience de chaque juge. La plupart des gens passent des jours à comprendre comment déposer une plainte. Je peux en enregistrer une, dans le temps qu'il faut pour préparer un café. La famille contre laquelle j'ai déposé plainte est la mienne. Et la raison pour laquelle j'ai dû le faire, est la même qui m'a poussé à tout payer pour cette famille, depuis 3 ans. Parce que personne, dans la famille Crane, ne prend Whitley au sérieux, jusqu'à ce que les documents officiels arrivent. Il y a 3 ans, Ardan m'a appelé un mardi soir. Elle pleurait. Les heures de Den avaient été réduites au garage. Candan était sur le point d'entrer à la Ashford Academy, l'école privée dans laquelle Ardan s'était battu pour le faire admettre. Le collège public avait un problème de discipline, et Candan avait besoin d'un cadre. Les frais de scolarité s'élevaient à 8 200 € par an. Ardan ne pouvait pas les payer. Den ne pouvait pas les payer. Francine avait une retraite fixe, après 26 ans comme responsable de cantine scolaire, et ne pouvait pas les payer non plus. Peux-tu couvrir la première année ? Juste la première année. Den va prendre des gardes supplémentaires. On prendra le relais d'ici janvier. Janvier est arrivé. Den n'a pas pris de garde supplémentaire. Les frais de scolarité de la 2e année sont tombés. Ardan n'a pas appelé cette fois-ci. C'est Francine qui l'a fait. Ta sœur est trop fière pour demander à nouveau. Mais Candan s'en sort si bien. Tu sais à quel point c'est important. Juste une année de plus. Une année de plus est devenue 2. 2 sont devenus 3. 24 600 € ont été transférés de mon compte courant, vers le bureau de gestion de la Ashford Academy. Et, à un moment donné, entre le premier et le 36e paiement, Ardan a dit à Candan que ses frais étaient couverts par le fonds d'éducation de grand-mère. Un fonds qui n'existait pas. Un mensonge qui a transformé mon sacrifice en la générosité de Francine, effaçant ainsi mon nom de la seule chose que je faisais pour mon neveu. J'ai aussi co-signé l'assurance automobile d'Ardan et de Den, il y a 18 mois. Den avait eu 2 accidents responsables, qui avaient rendu son dossier de conduite toxique. Aucun assureur ne voulait lui faire de contrat sans un co-signataire au dossier vierge. J'ai signé, parce qu'Ardan a dit que Den avait besoin de conduire pour aller au travail. Que s'il ne pouvait pas conduire, ses heures au garage baisseraient encore plus. Que si les heures baissaient, le loyer ne serait pas payé. Si le loyer n'était pas payé, la famille atterrirait sur le canapé de Francine. Et les conversations autour de ce canapé se terminaient toujours par quelqu'un qui me regardait. Alors j'ai signé, pour 340 € par mois. Un autre paiement invisible, de la part de la sœur qui tamponne des papiers au tribunal. J'ai payé l'éducation de Candan. J'ai payé l'assurance de Den. Et quand ma fille, qui fréquentait la même école grâce à mon argent, a gagné sa place pour le voyage à Paris de la Société d'honneur de Français, cette famille qui vivait sur mes fonds a décidé qu'elle ne le méritait pas. Dove Aldridge était sous son Porsche, quand je me suis garé dans l'allée. Dove était ma voisine d'à côté depuis 9 ans. C'était la femme qui avait vu Nola faire ses premiers pas, sur le trottoir entre nos maisons. La femme qui avait aidé Nola avec ses devoirs de français, tous les mardis pendant 2 ans. Assise à la table de la cuisine de Dove, avec des fiches de révision, un minuteur,
et une patience que 31 ans en tant que directrice de collège avaient rendue inébranlable. Quand Nola a été acceptée pour le voyage à Paris, Dove est venue avec une baguette de la boulangerie de Broad Street, pour plaisanter. Elle a collé un petit autocollant du drapeau français sur la couverture du guide, et a dit « Cette fille va aller à Paris, parce qu'elle l'a mérité. Et personne n'a le droit de lui prendre ce qu'elle a mérité. » L'autocollant était toujours là, se décollant légèrement dans un coin. Il tenait bon, de la même manière que tout ce qui comptait dans la vie de Nola, par l'effort, par l'attention. Par l'obstination d'une fille qui étudiait les verbes irréguliers français à 23 heures, les soirs d'école, parce qu'elle voulait ce voyage à tout prix. Dove a vu le visage de Nola, et s'est levé de sa chaise. Que s'est-il passé? Candan a découpé son passeport. Ardan m'a dit d'obliger Nola à s'excuser. Ma mère a dit qu'elle l'avait bien cherché. La mâchoire de Dove s'est crispée. Comme se crispe la mâchoire d'une directrice d'école, lorsqu'un élève a été lésé, et que l'adulte responsable est celui qui a causé le tort. Qu'est-ce que tu vas faire? Une seule chose ce soir. Quel genre de chose? Le genre que j'enregistre au travail. Dove m'a regardé pendant 3 secondes. Puis, elle a hoché la tête une fois. As-tu besoin de quelque chose? J'ai besoin que tu restes avec Nola pendant que je travaille. Je vais préparer le thé. Dove s'est arrêté à la porte. Et Whitley. Quoi que tu déposes ce soir, fais-le dans les règles. Tu n'as qu'une seule chance pour un dossier de cette importance. Et celui-ci compte bien plus que toutes les plaintes que tu as jamais traitées dans ce tribunal. Chaque case cochée. Chaque champ rempli. Fais-le comme tu le fais au travail. C'est la seule façon dont je sais le faire. Dove est entré avec Nola. Je les ai entendus dans le salon. La voix de Dove, basse et régulière. La voix de Nola, tremblante. Puis, le bruit du guide qui s'ouvre, et Dove qui dit « Montre-moi la page des restaurants. » Auquel allons-nous en premier? Parce que Dove n'a pas dit « Si », Dove a dit « Lequel ». Et c'est pourquoi Dove Aldridge était la personne à qui je confiais ma fille, quand le reste de ma famille avait prouvé qu'on ne pouvait pas leur confier un passeport. Je me suis assise à la table de ma cuisine, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Bon retour dans le coin Reddit. Si vous êtes la personne de votre famille qui sait où trouver les formulaires, qui sait comment le système fonctionne. Qui sait que chaque document correctement déposé, est une porte qui ne peut plus être refermée, cette histoire est pour vous. Cliquez sur s'abonner, parce que le dépôt du dossier est sur le point de commencer. Et l'enregistrement de documents, c'est mon domaine. Avant d'ouvrir le portail du tribunal, j'ai regardé les photos sur mon téléphone. 14 images. Les 6 morceaux du passeport, les ciseaux ouverts, l'enveloppe vide, le lit de la chambre d'amis. Je les ai organisés dans un dossier sur mon bureau, intitulé « Documentation incident Nola Crane ». Le nom du dossier ressemblait à tous ceux que je créais au tribunal, tout simplement parce que c'était le cas. Le passeport détruit de ma fille était maintenant devenu une affaire judiciaire. Et traiter des affaires, c'était mon métier. Celle-ci allait être traitée dans les règles de l'art. J'ai ouvert le portail électronique du tribunal à 21h47. J'ai tapé lentement. Non pas parce que je ne connaissais pas le formulaire, mais parce que je voulais que chaque mot soit parfait. Plainte pénale. Plaignante, Whitley Crane. Victime, Nola Crane, âgée de 14 ans. Suspect, Candan Crane, âgé de 13 ans, mineur. Premier chef d'accusation, destruction d'un passeport américain, en violation du Code des États-Unis, 18 USC 1543. Deuxième chef d'accusation, vol de 400 € en devises américaines, dans les effets personnels de la victime. Pièce à conviction, 14 photographies, une capture d'écran de messages textuels entre co-conspirateurs. J'ai rédigé la section du récit des faits de la même manière que je le fais au tribunal, de façon objective, précise, et horodatée. Aux alentours de 18h45, le suspect a soustrait le passeport américain de la victime d'un sac. Situé dans la chambre d'amis du domicile d'un membre de la famille. Le suspect a utilisé des ciseaux de maison pour découper le dit passeport en 6 morceaux. Le suspect a également retiré une enveloppe contenant 400 € en devises américaines. De ce même sac. La destruction s'est produite 2 jours avant le voyage scolaire prévu de la victime à Paris, en France. Des messages textuels entre la mère et la grand-mère du suspect, obtenus sur les lieux depuis un téléphone non verrouillé, indiquent que l'acte a été prémédité.
La plainte a été déposée à 22h14. Le système lui a attribué un numéro de dossier. La file d'attente des admissions la traiterait dès le matin. J'ai failli m'arrêter après ce dépôt. La plainte se suffisait à elle-même. La police viendrait. Candan serait interrogé. Le système ferait ce que font les systèmes, lorsqu'un délit est documenté et que la paperasse est en règle. Mais l'image du message de Francine, sur mon téléphone, m'a stoppé. Whitley s'en remettra. Elle s'en remet toujours. 4 mots qui résumaient ma position dans cette famille depuis 36 ans. Elle s'en remet toujours. Elle paie toujours les frais de scolarité. Elle signe toujours les assurances. Elle encaisse toujours les insultes, se présente au dîner suivant, et signe le prochain chèque. Elle le fait toujours. Et Francine avait utilisé cette certitude comme une arme, pour coordonner la destruction du passeport de sa propre petite fille. Je n'allais pas m'en remettre. Pas cette fois-ci. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai trouvé le prélèvement automatique pour la Ashford Academy. 8 200 € par an, divisé en paiement mensuel de 683,33 €, courant sur 36 mois. Je l'ai annulé. Le système a confirmé l'annulation à 23h02. 3 ans de paiement, 36 virements, 24 600 €. Disparu, en 4 clics. Ensuite, j'ai ouvert le portail de l'assurance. J'ai soumis un retrait de cosignataire, pour l'assurance automobile d'Ardan Eden. Sans mon nom, les 2 accidents responsables de Den déclencheraient une réévaluation complète de la police. La prime passerait de 340 € à 680 €, voire plus. Le retrait a été confirmé à 23h31. Puis, j'ai appelé la ligne d'urgence des passeports du département d'État. J'ai expliqué la situation. Passeport de mineur détruit, rapport de police déposé, voyage scolaire avec départ dans 36 heures. L'agent a planifié un rendez-vous d'urgence à l'agence des passeports de Richmond, pour le jeudi à 14 heures. Apporter le rapport de police, 2 photos d'identité, l'enfant, et 170 €. 4 actions en 3 heures. Une plainte, une annulation, un retrait, et un rendez-vous. Le tout, depuis la table de la cuisine, pendant que ma fille dormait dans la pièce d'à côté. Son guide touristique était sur sa table de nuit, et l'autocollant du drapeau français accrochait la lumière du couloir. J'ai failli aller me coucher après le dernier appel. Mon corps réclamait le sommeil, mais le guide sur la table de nuit de Nola m'a retenu. Visible par la porte ouverte de la chambre, l'autocollant du drapeau français accrochait la lumière du couloir. Les pages étaient remplies de post-it en 2 langues, écrits par une jeune fille qui avait mérité chaque mot, sur chaque page. Ce guide n'allait pas rester posé sur une table de nuit, pendant que la femme qui avait contribué à détruire sa raison d'être, dormait sans en subir les conséquences. J'ai sauvegardé les captures d'écran des messages à 3 emplacements différents, mon téléphone, mon ordinateur portable, et ma boîte mail. Une greffière de tribunal sauvegarde les preuves de la même manière qu'un chirurgien stérilise ses instruments. Une fois, c'est une habitude. 3 fois, c'est du professionnalisme. Francine a appelé à 5h03 du matin, le jeudi. Je connais l'heure, car j'étais déjà réveillé. Je n'avais pas dormi. La plainte était dans le système. Les frais de scolarité étaient annulés. L'assurance était retirée. Et le rendez-vous d'urgence pour le passeport était dans 9 heures. J'avais passé la nuit dans la cuisine, mon ordinateur ouvert. Les 6 morceaux du passeport étaient dans un sac Ziploc sur la table, à côté du guide touristique. Et chaque heure, je regardais les morceaux et le guide. Je mesurais la distance entre ce que ma famille avait détruit, et ce que ma fille avait construit. Cette distance se résumait à 6 coups de ciseaux, 400 € volés en billets de 20, et une grand-mère, qui l'avait retenue dans la cuisine pour préparer de la salade de pommes de terre, afin que la découpe puisse avoir lieu dans la pièce d'à côté. J'ai répondu une seule fois. Whitley, un voisin a dit à Ardan qu'une voiture de patrouille descend la rue. C'est la police qui arrive. Whitley. Je t'en prie. Je paierai moi-même pour un nouveau passeport. Je conduirai Nola au bureau des passeports. Je m'excuserai. Tout ce que tu voudras. Dis-leur juste que c'était une erreur. Dis-leur que Candan est un enfant. Le passeport coûte 170 €, maman. La plainte va vous coûter tout le reste. J'ai raccroché. Elle a rappelé immédiatement. Je n'ai pas répondu. J'ai failli répondre au 4e appel, celui de 5h22.
La notification de la messagerie vocale affichait « Maman » et le mot « Maman » avait encore du poids. Même venant d'une femme qui avait distrait ma fille, pour qu'on puisse découper son passeport. Mais le sac Ziploc sur la table m'a arrêté. 6 morceaux d'un document fédéral. 6 entailles, et un fil de discussion qui prouvait que la femme qui m'appelait avait planifié chacune d'elles. Une mère qui aide à planifier la destruction du passeport de sa propre petite fille, n'a pas le droit d'utiliser l'expression « je t'en prie » à 5 heures du matin, en s'attendant à ce qu'elle ait le même poids qu'avant l'incident des ciseaux. Le téléphone a sonné, et sonné. Ardan, Francine, Ardan, Francine. Ardan, Ardan, Den, Francine. À 8 heures du matin, le compteur affichait 118 appels manqués. 118 tentatives pour joindre la femme qu'il traitait de gratte-papier. Celle dont il disait que la fille l'avait bien cherchée. Celle dont il dépensait l'argent, dont ils attendaient le silence, et dont il s'était moqué des compétences administratives pendant 11 ans. Jusqu'à ce que les documents administratifs les concernent. À 6 heures du matin, la patrouille est arrivée chez Ardan. 2 agents de police ont interrogé Candan dans le salon, en présence d'Ardan. Candan a admis avoir découpé le passeport. Il a nié avoir pris l'argent. Les agents ont demandé à inspecter sa chambre. Ardan a consenti, parce qu'Ardan croyait son fils quand il disait ne pas avoir pris l'argent. Mais Ardan avait tort de le croire. Les 400 € se trouvaient dans le tiroir de sa commode, dans les mêmes coupures. Des billets de 20 pliés en 2, exactement comme Nola les pliait. Parce que Nola pliait son argent de la façon dont je lui avais appris, et Candan n'avait même pas pris la peine de les déplier. Le visage d'Ardan, lorsque l'agent a brandi les billets de 20, était celui d'une femme dont les illusions sur son fils venaient d'être vidées d'un tiroir de commode, devant 2 agents en uniforme. Elle avait affirmé que Candan n'avait pas pris d'argent. Elle l'avait dit à la table à manger de Francine, d'une voix forte et certaine. Le tiroir disait le contraire. Vol, et destruction d'un document fédéral. Les 2 étaient confirmés, les 2 étaient documentés. Les 2 étaient désormais dans le système que j'avais passé ma carrière à alimenter. Le jeudi à 14 heures, j'ai conduit Nola à l'agence des passeports de Richmond, sur le boulevard North Arthur H. Le bureau se trouvait au 3e étage d'un bâtiment fédéral. Il y avait un détecteur de métaux, une file de sécurité, et le silence feutré propre aux bureaux gouvernementaux. Là où les documents sont délivrés. Ces mêmes documents qui déterminent qui voyage, et qui reste à terre. J'ai apporté le rapport de police, 2 nouvelles photos d'identité prises au CVS de Broad Street ce matin-là, le passeport détruit dans un sac Ziploc comme preuve de l'urgence, et 170 € en espèces. L'employé derrière le guichet a examiné le rapport de police. Il a regardé les morceaux de passeport détruits dans le sac Ziploc. Puis, il a regardé Nola, debout à mes côtés, son guide touristique entre les mains, l'autocollant du drapeau français se décollant dans un coin. Paris, a demandé l'employé. Paris, a répondu Nola. C'était la première fois depuis mercredi qu'elle prononçait ce mot sans que cela lui fasse mal. Le nouveau passeport a été délivré en 40 minutes. Couverture bleu marine, aigle doré, au nom de Nola René Crane. Je l'ai glissé dans la poche avant de son sac à dos, et j'ai fermé la fermeture éclair. Et Nola m'a regardé, en souriant pour la première fois en 22 heures. Pas un grand sourire. Ce petit sourire qui apparaît, lorsqu'une chose que l'on croyait perdue, revient sous une forme différente. Et cette forme, c'est un livret bleu marine, avec votre nom écrit en lettres d'or. Avec un pays derrière lui, qui déclare « Vous avez le droit de voyager ». La voiture d'Ardan s'est garée dans mon allée à 14h45. Francine était sur le siège passager. Ardan en est sorti précipitamment, la portière ouverte avant même que le moteur ne s'arrête. Elle a remonté l'allée menant à ma maison, avec la posture d'une femme qui appelait depuis 9 heures. Une femme qui avait passé chacune de ces heures, à construire une version de l'histoire où elle était la victime. Whitley, tu dois appeler la police, et leur dire que c'était une affaire de famille. Tu dois le faire tout de suite. Je me tenais sur les marches de mon perron. Dove Aldridge était sur son propre porche, juste à côté, arrosant une plante qui n'avait pas besoin d'être arrosée. Madame Chen, de l'autre côté de la rue, récupérait son courrier lentement, très lentement. De la façon dont une femme prend son courrier, lorsque la conversation des voisins est plus forte que le bruit de la boîte aux lettres. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une plainte pénale. Il a 13 ans. C'est un enfant.
Tu essaies de donner un casier judiciaire à un enfant pour un vulgaire bout de papier. Un passeport n'est pas un bout de papier. C'est un document fédéral. Le détruire est un crime. Et ton enfant a aussi volé 400 € dans le sac du mien. Les agents les ont trouvés dans sa commode ce matin. Le visage d'Ardan a changé d'expression. L'argent. Elle ne savait pas, jusqu'à cet instant, que la police l'avait trouvé. Elle avait cru Candan, lorsqu'il avait nié chez Francine. Elle s'était tenue à cette table à manger, et avait affirmé qu'il n'avait pris aucun argent, avec la certitude d'une mère qui a confiance en son fils. Et maintenant, la version de son fils se trouvait dans le registre des preuves de la police. Quant à sa certitude à elle, elle se tenait sur les marches de Montperron, sans plus aucune base pour la soutenir. C'est un enfant, Whitley. Les enfants font des erreurs. Découper un passeport n'est pas une erreur. C'est une décision. Et tes messages prouvent que c'était d'abord ta décision. J'ai levé mon téléphone. La capture d'écran de la conversation remplissait l'écran. Ardan l'a vu, et son corps s'est figé. De la manière dont un corps se fige, lorsqu'il reconnaît une chose qu'il croyait privée. Mardi, 16h12. Tu as envoyé un message à maman, Candan veut faire quelque chose à propos du voyage. Je lui ai dit d'attendre qu'on soit chez toi. Maman a répondu à 16h18, je vais occuper Nola dans la cuisine. Laisse le sac dans la chambre d'amis. Là où elle le met toujours. Tu lui as dit de laisser le sac accessible. Maman t'a dit qu'elle distrairait ma fille. Et à 16h22, maman a écrit, Whitley s'en remettra. Elle s'en remet toujours. Francine est sortie de la voiture, une main posée sur le montant de la portière. Son visage n'était plus celui du mercredi soir. La certitude aux bras croisés avait disparu. La voix du « elle l'avait bien cherché » s'était volatilisée. Ce qu'il en restait, c'était le visage d'une femme dont les messages privés étaient lus à haute voix, sur un porche. À portée de voix d'une directrice d'école à la retraite, et d'une voisine qui le dirait à son mari, qui le dirait à sa sœur, qui fréquentait la même église. Tu l'as planifié, maman. Tu n'as pas seulement approuvé après coup. Tu l'as coordonné. Tu as gardé ma fille dans la cuisine à faire une salade de pommes de terre. Pour que ton petit-fils puisse aller dans la chambre d'amis avec des ciseaux. Tu as positionné le sac. Tu as créé l'opportunité. Et ensuite, tu t'es tenu dans l'encadrement de la porte, et tu m'as dit qu'elle l'avait bien cherché. Comme si l'idée venait de te traverser l'esprit. Les genoux de Francine ont légèrement fléchi. Elle ne s'est pas assise. Elle s'est appuyée contre la portière de la voiture. Son poids a basculé sur ses mains, son menton s'est baissé, et sa respiration est devenue superficielle. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu ma mère perdre la capacité de formuler une phrase. Parce que la phrase dont elle avait besoin était une excuse. Et qu'elle ne s'était jamais entraînée à la prononcer. Ses yeux se sont posés sur le sol, puis sur le porche, puis sur la fenêtre d'où Nola nous observait probablement. La réalisation que sa petite fille pouvait la voir, à cet instant précis, appuyée sur une portière de voiture dans l'allée de la maison d'où la plainte avait été déposée, s'est abattue sur son visage. De la même manière qu'un tampon s'abat sur un document, de façon permanente, visible, pour faire partie intégrante du dossier. Elle frimait, attentait Ardan. Sa voix craquait sur les bords, perdant le ton répété qu'elle arborait depuis mercredi. Nola est une frimeuse. Elle se promène avec ce guide, comme si le reste d'entre nous ne comptait pas, c'est moi qui paie les frais de scolarité de ton fils. La phrase a stoppé Ardan au milieu de sa respiration. Sa bouche est restée ouverte, mais aucun son n'en est sorti. 8 200 € par an, depuis 3 ans. 24 600 € au total, transférés de mon compte courant vers le bureau de gestion de la Ashford Academy. Tous les mois. 36 paiements. Tu as dit à Candan que l'argent venait du fonds d'éducation de grand-mère. Il n'y a pas de fonds. Il n'y a pas de programme. Il n'y a aucune grand-mère qui signe des chèques. Il n'y a que moi. La gratte-papier. La femme qui tamponne des formulaires au tribunal. J'ai payé pour que ton fils aille dans la même école que ma fille. Cette même école où elle a mérité le voyage. Pour lequel il a détruit son passeport. La bouche d'Ardan s'est ouverte. C'est refermé. C'est rouverte. Elle s'est tournée vers Francine. Maman, est-ce que c'est vrai? C'est Whitley qui paie la scolarité de Candan depuis tout ce temps.
Francine n'a pas répondu. Son silence a répondu pour elle. De la manière dont le silence répond toujours dans cette famille, en confirmant la chose que personne ne voulait dire à voix haute. 3 ans, ai-je dit. J'ai payé pour 3 ans de l'éducation de ton fils. J'ai conduit moi-même pour apporter les chèques au secrétariat de l'école. Et en retour, ton fils a découpé le passeport de ma fille avec des ciseaux. Il a pris 400 € dans son sac. Et tu t'es tenu dans la salle à manger de Francine. Pour me dire que j'avais 5 minutes pour l'obliger à s'excuser. Dan était sorti de la voiture. Il se tenait près du pare-chocs arrière, les bras le long du corps. Ma cosignature sur votre assurance auto a été retirée hier soir, lui ai-je dit directement. Ton tarif va être réévalué, sur la base de ton propre dossier de conduite. 2 accidents responsables. La prime va doubler, au minimum. Dan a mis ses mains dans ses poches. Il a regardé le sol. Tu as dit à ma fille qu'elle l'avait bien cherché. Qu'une fille de 14 ans méritait de voir son avenir découpé au ciseau, parce qu'elle avait étudié plus dur que ton petit-fils. La seule personne dans cette famille qui a mérité quelque chose se trouve à l'intérieur de cette maison. Elle tient un guide plein de post-it, et un nouveau passeport, auquel un numéro de dossier judiciaire est désormais attaché. Elle méritait Paris. Elle a gagné le droit d'aller à Paris. Et vous méritez cette plainte. J'ai regardé ma mère, puis ma sœur, puis Dan. Candan a détruit un document fédéral. Vous m'avez dit qu'elle l'avait bien cherché. La plainte est déposée. Nola prend l'avion vendredi. Vous avez ma réponse. La mâchoire d'Ardan est tombée. Sa main droite s'est levée, comme pour m'atteindre, puis s'est arrêtée en l'air. C'était la main d'une femme qui avait passé sa vie à tendre le bras, pour prendre l'argent, la patience, et le silence de sa sœur. Une femme qui tendait maintenant la main dans le vide, là où plus aucune de ces choses n'existait. C'était le dernier chèque de scolarité. Le dernier paiement d'assurance, le dernier dîner à cette table. Nola a mérité son voyage. Votre famille a mérité la plainte. Ne m'appelez plus. Ne m'envoyez plus de messages. Le prochain document que vous recevrez de ma part comportera un numéro de dossier. Dove Aldridge a posé son arrosoir. Madame Chen a fermé sa boîte aux lettres. La rue était silencieuse. Les 2 femmes, de part et d'autre de cette confrontation, avaient entendu chaque mot. Aucune d'elles n'a détourné le regard, et aucune d'elles ne l'oublierait. Je suis rentré. J'ai fermé la porte. Le guide touristique était sur la table de la cuisine, là où Nola l'avait laissé, ouvert à la page de la Tour Eiffel. L'autocollant du drapeau français se décollait dans le coin. Je l'ai pressé à nouveau, avec mon pouce, pour le recoller. Les retombées sont arrivées par vagues successives. Chacune plus lourde que la précédente. La vague financière a été immédiate. Le bureau de gestion de la Ashford Academy a envoyé un email à Ardan, le jeudi soir à 18h14. Nous n'avons pas reçu le paiement de scolarité prévu pour le trimestre à venir. Votre compte affiche un solde débiteur de 8 200 €. Veuillez contacter le service de gestion d'ici vendredi, pour discuter du statut d'inscription et des options de paiement. Ardan a appelé l'école le vendredi matin. La coordinatrice des admissions lui a expliqué que le moyen de paiement du compte avait été annulé. Que sans une nouvelle source de paiement, l'inscription de Candan serait placée en suspension administrative à la fin du trimestre en cours. Ardan m'a appelé. Je n'ai pas répondu. Elle a appelé Francine. Francine m'a appelé. Je n'ai pas répondu. La facture de 24 600 €, tirée de mes archives, est arrivée dans leur courrier du samedi. Détaillant 36 paiements mensuels de 683,33 €. Chacun de traçable jusqu'à mon compte courant. Chacun de daté et documenté. 3 ans passés par une sœur, à payer pour l'éducation de son neveu. Pendant que sa mère lui disait que l'argent venait d'une grand-mère, qui n'avait jamais fait de chèque de plus de 200 € de toute sa vie. La lettre de réévaluation de l'assurance auto de Dan est arrivée le lundi. Sans Whitley Crane comme co-signataire, la nouvelle prime mensuelle, basée sur le dossier de conduite indépendant de Dan, s'élevait à 714 €. Son revenu au garage était de 3 200 € par mois. L'assurance à elle seule consommait désormais 22% de son salaire, contre 11% lorsque mon nom figurait sur le contrat. La voiture, qui coûtait 340 € par mois à assurer,
en coûtait maintenant 714. Et la différence entre ces deux chiffres représentait exactement la valeur de la belle-sœur que Dan avait regardée depuis la banquette de sa voiture, pendant qu'Ardan exigeait des excuses de la part d'une fille de 14 ans. La vague sociale a été plus silencieuse, mais bien plus profonde. Dov Aldridge a appelé Francine le vendredi après-midi. L'appel a duré 4 minutes. J'ai aidé cette petite avec ses devoirs de français pendant 2 ans, Francine. 2 ans à la table de ma cuisine, avec des fiches de révision et des conjugaisons de verbes. J'ai collé un drapeau sur son guide, le jour où elle a été acceptée. Et toi? Tu l'as gardé dans la cuisine à faire de la salade de pommes de terre, pour que ton petit-fils puisse découper son passeport. J'ai entendu chaque mot prononcé sur ce porche aujourd'hui. Les messages, le plan, la salade de pommes de terre. Je n'ai plus rien à te dire. Ni aujourd'hui. Ni jamais. Francine n'a pas répondu. La ligne est restée ouverte pendant 11 secondes, après que Dov ait terminé. Puis, Francine a raccroché. Madame Chen a raconté à sa sœur ce qu'elle avait entendu depuis le porche. Sa sœur l'a répété à 2 femmes de l'église First Presbyterian. Le dimanche, le banc où Francine s'asseyait depuis 23 ans était vide. Personne ne lui a demandé de partir. Elle n'est tout simplement pas venue. L'église, qui avait été son cercle social pendant 2 décennies, est devenue ce bâtiment devant lequel elle passait en voiture, sans s'y arrêter. Parce que les visages à l'intérieur avaient entendu l'histoire des ciseaux, de la salade de pommes de terre, et des messages disant « Elle s'en remet toujours ». Et aucun de ces visages n'était prêt à faire semblant de n'avoir rien entendu. Ardan s'est assise dans la chambre de Candan, le jeudi soir, après la confrontation. La facture de scolarité trônait sur le bureau. L'email d'inscription de Ashford brillait sur l'écran de l'ordinateur. Les documents du rapport de police étaient sur la table de la cuisine, en bas, à côté des ciseaux qu'il avait utilisés. Candan était dans son lit, faisant semblant de dormir. Sa tablette était confisquée. Son téléphone était sur la table de nuit, face contre table. La chambre était plongée dans l'obscurité, à l'exception de l'écran de l'ordinateur. Et, à la lumière de cet email qui disait que son inscription était en péril, la pièce semblait différente de ce qu'elle était le matin même. Elle paraissait chère. Le bureau, qui avait coûté 400 €. L'étagère, qui contenait les manuels scolaires financés par l'argent de Whitley. L'uniforme suspendu dans le placard, dont Ardan avait dit à Candan qu'il était fourni par l'école, mais qui avait en réalité été acheté avec le même compte qui payait la scolarité. Tout dans cette pièce avait été financé par la tante, celle-là même à qui Candan avait volé la fille. La pièce ne le savait pas encore, mais elle était sur le point de l'apprendre. Une seule page était tombée du guide de Nola, lorsque Candan l'avait ouvert dans la chambre d'amis. Une feuille volante, avec un post-it écrit de la main de Nola. Louvre, entrée sud, Joconde en premier, prendre notre temps. La page avait atterri dans le sac à dos de Candan. Ardan l'avait trouvée en vidant le sac, alors qu'elle cherchait les 400 € qu'elle ne croyait pas que son fils avait pris. Elle s'est assise dans le noir, tenant ce post-it. Elle a lu les 7 mots que sa nièce avait écrits d'une écriture soignée. Le plan de visite d'un musée, pour un voyage à Paris dont une adolescente de 14 ans rêvait depuis 4 mois. Prendre notre temps. Nola avait écrit « Prendre notre temps » à propos du Louvre, comme si le temps était une chose qu'une enfant pouvait tenir entre ses mains, et transporter à travers un musée. Et le fils d'Ardan avait essayé de s'assurer qu'elle n'en ait jamais la chance. Elle était assise dans le noir, dans la chambre de son fils, dans une maison dont elle ne pouvait plus payer l'assurance. Face à une école qu'elle ne pouvait plus financer, avec un rapport de police qu'elle ne pouvait pas effacer. Et tout cela, en tenant un post-it écrit par la fille à qui elle avait dit qu'elle l'avait bien cherché. Le mot « mérité » reposait sur ses genoux avec la note. Il pesait de tout son poids, et l'empêchait de se relever. Vendredi matin, 5 heures. Dov Aldridge s'est garé dans mon allée avec sa Buick, apportant 2 cafés, et un croissant de la boulangerie de Broad Street. Pour le vol, a-t-elle dit, quand Nola est montée sur la banquette arrière, le guide sur les genoux et son sac à dos bien fermé. Les Français mangent des croissants au petit déjeuner. Autant commencer tout de suite. Nola a ri. Son premier vrai rire depuis mercredi. Le rire d'une fille, à qui on avait dit qu'elle méritait de perdre son voyage. Une fille qui mangeait maintenant un croissant, à l'arrière d'une voiture, à 5 heures du matin, en route pour l'aéroport. Tout cela, parce que sa mère avait déposé les bons documents,
et que sa voisine avait mis un réveil. Aéroport international de Richmond, 6h15. La classe de la Société d'honneur de français était rassemblée à la porte B7. 14 élèves vêtus de polo bleu marine assortis, 2 professeurs avec des porte-blocs, 23 valises. Et une jeune fille, avec un guide touristique tenu par des post-it, orné d'un autocollant du drapeau français qui se décollait dans un coin. Mais qui tenait bon, de la même façon que tout tenait bon dans la vie de Nola Crane. Par l'effort, par la préparation. Par la conviction obstinée que les choses méritées ne devraient jamais être volées. Dove s'est tenue avec moi au contrôle de sécurité. Elle tenait son café à 2 mains. Elle regardait Nola s'enregistrer auprès de Madame Lowe, montrer son nouveau passeport, récupérer sa carte d'embarquement, et rejoindre le groupe d'élèves qui prenaient des photos devant le panneau des départs. C'est la seule enfant avec un guide touristique, a observé Dove. 14 élèves, et un seul guide. Ça veut tout dire. Ça me dit qu'elle l'a mérité. Ça me dit bien plus que ça. Ça me dit que tu as élevé une fille qui se prépare, qui se présente prête. Une fille qui ne part pas du principe que le monde va lui servir les choses sur un plateau. Dove a fait une pause. Et ça me dit que ta famille a essayé de la punir pour ça, et que tu ne les as pas laissés faire. J'ai rempli de la paperasse, Dove. C'est tout ce que j'ai fait. Tu as rempli de la paperasse qui a sauvé le rêve de ta fille. Il n'y a aucune version de cette phrase qui soit insignifiante. J'ai regardé Nola passer le contrôle de sécurité, son guide sous le bras, et son nouveau passeport dans la poche avant de son sac à dos. Le sac à dos que j'avais préparé à minuit. Le passeport que j'avais récupéré à l'agence le jeudi après-midi. Les 400 € que j'avais remplacés avec mes propres économies, car l'argent que Candan avait pris appartenait à Nola. Et une mère remplace ce qu'une famille vole. Nola s'est retournée à la porte d'embarquement. Elle a fait un signe de la main. Le guide était dans sa main, la page de la tour Eiffel marquée d'un post-it qui disait « Prendre une photo pour maman ». Elle prendrait cette photo le mardi, à 11h, heure de Paris. Debout sur les Champs-Élysées, avec la tour derrière elle, et la lumière du matin sur la structure de fer. Elle me l'enverrait à 5h du matin, heure de Richmond. Pendant que je serais assise à mon bureau au tribunal, à enregistrer des plaintes pour des inconnus, mon téléphone s'allumerait, affichant une photo de ma fille. Debout devant une tour, dans une ville qu'elle avait méritée, parce qu'elle avait étudié, s'était préparée, avait rêvé, et avait rempli un guide de post-it en 2 langues. Pendant que son cousin prenait des ciseaux. Que sa tante donnait l'ordre, et que sa grand-mère gardait la porte de la cuisine ouverte. Personne n'a le droit de découper cela. Pas la tante qui a exigé des excuses. Pas la grand-mère qui a dit qu'elle l'avait bien cherché. Pas le garçon de 13 ans qui était assis dans le salon, ses écouteurs sur les oreilles, à attendre des applaudissements qui ne viendraient jamais. Le guide était dans l'avion. Le passeport était dans le sac à dos. La plainte était dans le système. Et la mère, debout près de la fenêtre avec une tasse de café froid, accompagnée de la voisine qui les avait conduites à 5h du matin, était une greffière de tribunal de comté. Une femme qui avait déposé le document le plus important de sa carrière, depuis la table de sa cuisine, à 22h14 un mercredi. Cela lui avait pris 27 minutes, et cela avait tout sauvé. La porte s'est fermée. L'avion a été repoussé vers la piste. Dove a posé sa main sur mon bras. Elle l'a mérité, Whitley. Chaque post-it. Chaque page. J'ai regardé l'avion rouler vers la piste. Le guide était dans les airs. Ma fille était dans les airs. Et les mots, c'est compris, que j'avais prononcés à la table à manger de Francine 2 jours plus tôt, avaient atterri exactement comme je l'avais prévu, silencieusement, précisément, et avec un numéro de dossier en prime. Bienvenue dans le coin Reddit. Si cette histoire vous a rappelé qu'un enfant qui mérite quelque chose a le droit de le garder. Et que la personne qui gère la paperasse est la personne la plus dangereuse de la pièce, lorsque cette paperasse concerne votre crime. Alors partagez cette vidéo ce soir. Cliquez sur s'abonner, laissez un commentaire, et dites-moi, est-ce que quelqu'un a déjà essayé de découper en morceaux le rêve de votre enfant? Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.